Are you painting from memories from your childhood? Yes. These things happen. And children get hurt. It makes them very sad. They're not happy. Can you tell me about yourself? How old are you? I'm 12. And what are some of your first memories of your childhood? Kim Noble est une artiste peintre anglaise. À partir de l'âge de 14 ans et pendant une vingtaine d'années, elle a régulièrement fait des séjours en hôpital psychiatrique, jusqu'au jour où elle a rencontré le docteur Valerie Sinason et le docteur Rob Hale. En 1995, elle a finalement été diagnostiquée avec un trouble dissociatif de l'identité, un diagnostic qui a été validé par le professeur John Morton de l'University College of London. En 2004, au cours de séances d'art-thérapie, Kim Noble et ses 13 personnalités découvrent un grand intérêt pour le dessin. Une douzaine d'haltères commencent alors à s'exprimer avec des pinceaux et de la peinture, chacun ayant un nom et un style tout à fait différents. Les thèmes sont également totalement différents, certains peignent des paysages ou des personnages apparemment anodins, tandis que d'autres œuvres sont beaucoup plus sombres et explicites quant aux abus rituels que Noble a pu subir durant son enfance. La personnalité altère nommée Ria Pratt dépeint clairement des scènes de viol et de torture sur des enfants, des scènes que Noble a incontestablement vécues et dont les mémoires traumatiques ont été conservées par certains altères. Dans ces peintures représentant les abus rituels, nous retrouvons une grande similitude avec les divers témoignages d'autres survivants de MK. Les peintures de la personnalité altère qui, clé en anglais, méritent une attention toute particulière. Comme son nom l'indique, cet altère expose dans ses peintures des éléments clés de cryptage, c'est-à-dire des protocoles et de la méthodologie quant à la programmation MK. Son tableau, intitulé Seven Levels, 7 niveaux, décrit de façon détaillée 7 étapes pour la conception d'un esclave monarque. À savoir que la personnalité principale de Kim Noble n'a aucune connaissance en matière de programmation MK et ni même avoir subi des abus rituels. La production Seven Levels est construite en strates horizontales représentant différentes scènes. Le processus décrit se lisant chronologiquement du bas vers le haut. Nous allons ici nous appuyer sur 3 versions de Seven Levels produits par l'Alter Key afin d'illustrer au mieux sa description. Phase numéro 1. Naissance en enfer. Cette scène représente clairement l'enfer, le cadre où l'enfant va naître, une famille vouée à Satan, Lucifer. C'est le début du processus de programmation MK. Nous pouvons lire plusieurs mots inscrits dans cette scène. Deep, profond, Satan, dark, sombre, no help, pas d'aide, blood, sang, death, mort, all around, tout autour, et no life, pas de vie, mais aussi hell, enfer. Dans cette scène, il y a 2 représentations du diable personnifié.
avec des cornes et une fourche ainsi que des croix chrétiennes inversées qui confirment le caractère satanique des lieux. Des corps rampants sont représentés, ainsi qu'une femme semblant être en train d'accoucher ou d'avorter. Un serpent et un dragon sont également représentés dans cette scène. Phase numéro 2. Les chocs traumatiques. Cette scène représente les multiples tortures que subissent les petites victimes du MK Monarch. Cette étape consiste à infliger des sévices extrêmes au sujet pour créer les états dissociatifs nécessaires à la programmation. Dans cette partie de la peinture, au moins 28 enfants sont représentés. Au sol, 13 enfants sont réduits à l'état d'esclaves et marchent à 4 pattes en file indienne. Au centre de la scène se trouve une table ou un lit sur lequel un sujet est allongé avec des fils reliés à la tête et à ses mains. Un dessin qui représente certainement les tortures à l'électricité. 2 personnages poussent ce qui semble être des brancards sur lesquels sont allongés des enfants. Nous pouvons également voir dans cette scène de nombreuses cages dans lesquelles sont enfermés des enfants. D'autres encore sont pendus par les pieds. Les violences sexuelles ne sont pas représentées dans cette scène, mais on les retrouve d'une manière très explicite dans les peintures de l'Alter Ria Pratt. Phase numéro 3. Dissociation et fractionnement. Cette scène nous montre les différentes personnalités altères créées par les chocs traumatiques lors de la phase précédente. Les altères sont représentés comme des petits bonhommes flottants et se perdant dans des méandres dessinés par des sinuosités totalement dépourvues de toute organisation. Cependant, les sinuosités dans lesquelles évoluent les altères finissent par confluer pour se rejoindre vers la phase suivante dont le point central est l'arbre de vie kabbalistique. Ces sinuosités, contenant les personnalités altères ou les fragments d'âme, forment en quelque sorte les racines de l'arbre de vie qui va servir de base, de fondation à la phase numéro 4. Dans cette scène, les altères sont isolés les uns des autres par ces racines sinueuses qui cloisonnent les mémoires de chacun d'entre eux. Cela symbolise les murs amnésiques traumatiques créés lors de la phase précédente. Dans cette version de Seven Level apportant de nouveaux éléments, on observe que les fractionnements d'âme dissociés s'élevant au-dessus de la scène des abus rituels sont tous canalisés vers un portail représenté par 2 colonnes, Jachin et Boaz, symbolisant le passage du monde matériel à une dimension supérieure via l'illumination. En franc-maçonnerie, c'est le portail conduisant au mystère, les 2 piliers des séphirotes qu'on le retrouve juste au-dessus avec l'arbre kabbalistique trônant sur la menorah, le chandelier kabbalistique, l'arbre chandelier facilitant la communication entre le haut et le bas. Voilà donc la destination des fragments d'âme dissociés qui doivent être canalisés, organisés et stockés afin d'être exploités. On peut également observer une file d'enfants à 4 pattes au pied de ces 2 colonnes, représentant leur asservissement, mais aussi 6 serpents de chaque côté des colonnes. Phase numéro 4. Conditionnement et structuration du système interne. Une fois les altères créés, une structure doit être organisée pour les compartimenter et faire en sorte qu'ils soient facilement exploitables. C'est ce que représente cette scène numéro 4, la structuration du monde intérieur de l'esclave MK. Le dessin semble représenter une sorte de labyrinthe ou de plan technique dont les différentes zones correspondent à des symboles. On y voit des signes du zodiaque, ainsi que des yeux qui sont là pour surveiller les fragments dissociés dans le monde intérieur. Le point central de cette phase est l'arbre de vie de la Kabbale, aussi appelé l'arbre des séphirotes.
Plusieurs survivants ont rapporté avoir été programmés avec une telle structure qui servirait de trame pour organiser et accéder aux différents groupes d'altères. Il est probable que la personnalité altère qui a peint ce tableau a représenté ici le schéma réel d'assemblage et de structuration de la personnalité fractionnée de Kim Noble. Phase numéro 5. Intégration des codes d'accès. Cette scène montre un amas de chiffres et de lettres avec un livre au centre. Du côté gauche se trouvent les chiffres et du côté droit se trouvent les lettres. Le nombre 666 est inscrit sur la page gauche du livre. Il s'agit là de la phase d'encodage des séries de mots et de chiffres qui vont servir de déclencheur afin de faire émerger tel ou tel altère selon les besoins du culte. Les codes pour accéder au monde intérieur de l'esclave sont aussi programmés. Le livre au centre de la scène représente probablement le matériel d'archivage qui va contenir toutes les données d'exploitation concernant la programmation de l'esclave MK. Phase numéro 6, le passage. La phase numéro 6 représente une sorte d'autoroute, un pont surplombant une mer ou une rivière. Le rituel initiatique est accompli. Le papillon monarque peut sortir de la chrysalide. Cette autoroute, dont la perspective donne l'apparence d'un triangle ou d'une pyramide, symbolise également la voie à suivre pour la dissociation. La route de briques jaunes du magicien d'Oz sur laquelle la victime est encouragée à se dissocier et par laquelle peuvent émerger les différents altères selon les besoins des contrôleurs. Une route qui mène ici à la scène suivante représentant l'état dissociatif en tant que tel, où la victime flotte à travers l'arc-en-ciel après avoir traversé le miroir. Phase numéro 7, la libération. Cette scène représente le ciel de la scène précédente, la dimension où évolue l'esprit dissocié de la victime. Cette scène symbolise l'état final de l'esclave qui a été fractionné puis recomposé par le processus monarque. Il peut à présent être relâché dans le monde profane pour remplir sa fonction d'esclave. Mais cette scène finale représente également l'état dissociatif hors du temps, qui sera à présent la pierre angulaire de la vie de l'esclave. Nous voyons également dans cette scène un œil, l'œil de Lucifer qui voit tout, qui surveillera en permanence le nouvel esclave MK Monarque. Dans cette version, l'ange est entouré de cœurs, laissant supposer qu'il s'agit là d'une entité bienveillante, peut-être l'ange gardien de Kim Noble. N'oublions pas que la victime fractionnée possédera toujours un noyau dur, inattaquable par Satan, son âme qui reste reliée à la cité du bien et à ses anges fidèles. Cette peinture de l'alter Key représente l'évolution de l'esclave, passant de l'enfer des traumatismes dans les sous-sols des premiers niveaux au paradis céleste, l'illumination, que représentent les profonds états de dissociation causés par la douleur et la terreur. La phase finale nous montre que l'esclave a finalement accédé à l'arc-en-ciel pour transcender sa réalité, dans d'autres dimensions. Cependant, cette évasion psychique n'est pas la véritable liberté car l'œil veille. Il est important de noter en position centrale du tableau la présence de l'arbre des séphirotes. C'est un élément symbolique primordial de la Kabbale, elle-même à l'origine de nombreuses pratiques magiques. Le docteur Corey Hammond décrit dans l'exposé Greenbone la présence de l'arbre kabbalistique comme étant un élément structurel du système interne de certains de ses patients. Remember, one woman couldn't come up with anything. No altar would speak up with anything. I said, okay, and we went on to some other material. About 2 minutes later, she said, Green. Do you mean Dr. Green? We found this all over. There appears to be some green programming below that, and I suspect that it has a structure sort of like this, that you get down to fewer and more essential programs the deeper you go. Below green programming is ultra green. And the green tree.
Kabbalistic mysticism is mixed all into this. If you're going to work with this, you need to pick up a couple of books on the Kabbalah. One is by a man named Dion Fortune, D-I-O-N, Fortune, F-O-R-T-U-N-E, called the Kabbalah with a Q. Another is by Ann Williams-Heller, Ann Williams Heller, and it is called the Kabbalah with a K, K-A-B-B-A-L-A-H, I believe. I knew nothing about the Kabbalah. It was interesting, a patient had sat in my waiting area, got there considerably early and drew a detailed, multicolored Kabbalistic tree over 2 years ago. And it took me 2 months to figure out what it was. Finally showing it to somebody else, they said, you know, that looks an awful lot like a Kabbalistic tree. That rang a bell with some esoteric in an old book, and I dug it out. That was the background of Dr. Green. Now, the interesting thing about the green tree is his original name was Greenbaum. What does Greenbaum mean in German? Green tree. Ultra green in the green tree. L'Alter Key a également produit 2 autres peintures intrigantes. It Happens, ça s'est passé, est composé de couches superposées autour d'un personnage central. Une personne sans défense attachée à un lit. La tête est symboliquement décapitée du corps par une ligne, ce qui représente le concept de dissociation. Chacune des couches de recouvrement contient un ensemble de pictogrammes représentant soit des événements traumatisants ou du symbolisme occulte. La couche externe représente des scènes de victimes électrocutées, pendues à un arbre, en cage, violées, parfois avec des animaux. À partir de cette couche extérieure, les flèches pointent vers la seconde couche qui contient des signes du zodiaque. Selon Fritz Springmeier, les signes du zodiaque sont utilisés comme un code pour imprimer des programmes. La couche centrale qui entoure la victime contient des mots tels que l'enfer, diable, sang, tuer, qui sont des mots chocs utilisés pour traumatiser davantage la victime. Cet autre tableau, intitulé Golden Kabbalah, Kabbale dorée, utilise la même disposition de base que le tableau précédent, mais il remplace les scènes de traumatisme par des symboles occultes, et le personnage central est remplacé par l'arbre de vie kabbalistique. Chacune des séphirotes de l'arbre est colorée. Ces sphères sont utilisées dans la programmation monarque pour compartimenter et stocker les alters. La couche externe de l'œuvre contient les noms des 10 domaines de l'arbre de vie, associés chacun à une lettre hébraïque. La sorcellerie et l'occultisme semblent être au cœur du processus de contrôle mental de type monarque. Bien que Kim Noble refuse d'admettre qu'elle a subi des abus rituels, ses personnalités altères Ria Pratt et Key possèdent des mémoires qui sont clairement reliées à des abus rituels et du contrôle mental basé sur les traumatismes. Un thérapeute aurait probablement beaucoup de choses à apprendre en discutant avec la personnalité altère Key. La véritable source d'inspiration intérieure de Kim Noble est la programmation MK Monarch, enfouie dans ses mémoires traumatiques.